Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, si vous trouvez qu'il y a un air de déjà vu, c'est totalement normal parce qu'il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur le même thème, les pires scandales derrière les JO de Paris 2024, dans laquelle je passe en revue pas moins de 30 scandales liés à la préparation des Jeux Olympiques à venir sur Paris et sa région. Cette vidéo de près de 27 minutes retraçait tous les plus gros scandales que j'avais trouvés du moment où les JO ont été obtenus par la ville de Paris jusqu'au jour où Joule a allumé la flamme sur le vieux port de Marseille. Le hic, c'est que bien que complète au moment de sa sortie, j'ai trouvé par la suite d'autres scandales assez lunaire. Je me devais donc de vous faire une partie 2 pour mon plus grand et surtout pour votre plus grand plaisir. Tiens quand même à faire deux disclaimers avant de démarrer, vous me connaissez. Le premier est assez simple, dans cette vidéo je vais faire pas mal référence au sujet de la vidéo précédente. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage sincèrement à aller la voir. Quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description. Et en second disclaimer, vous le savez tous, l'organisation de ces jeux est en grande partie politique. Dès qu'un mouvement est fait, il y a des partis pour et des partis contre. Ici on va pas du tout parler politique. Tout ce qui sera annoncé dans cette vidéo se fera pour le divertissement, sans aucune arrière-pensée. Bref, merci à toutes et à tous, je vous laisse avec cette courte page de publicité et ensuite je vous présenterai le premier scandale. Cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. MyHeritage, c'est le premier service d'histoire familiale en Europe. Utilisé par plus de 90 millions d'utilisateurs, MyHeritage ne va pas seulement vous permettre de créer votre arbre généalogique, MyHeritage vous permettra d'avoir accès à des accessoires vous permettant de trouver l'histoire autour de votre famille. Il faut savoir que MyHeritage est très facile d'utilisation. T'as juste à rentrer les informations, mettre les photos et en quelques minutes, tu te retrouves avec un arbre généalogique de ta famille. Mais au-delà de simplement créer son arbre généalogique soi-même, il est très facile de creuser sur ce site pour en savoir plus sur sa famille parce que MyHeritage a plus de 19 milliards de documents historiques pour vous aider dans vos recherches. D'ailleurs, en faisant des recherches, l'outil Smart Matches m'a énormément aidé. Alors, Smart Matches, c'est quoi? C'est très simple, tu mets les informations des membres de ta famille, il va automatiquement chercher les informations sur le site qui ont pu être déjà données par d'autres personnes. Alors, d'ailleurs, je l'ai pas filmé, mais lorsque j'ai validé les correspondances avec mon grand-père, l'arbre a ajouté plus de 50 personnes de ma famille, que ce soit mes grands-oncles, mes grandes-tantes ou encore mes arrière-grands-parents. Et pour les plus passionnés d'entre vous, sachez que MyHeritage a plusieurs outils pour vous aider dans vos recherches afin de retrouver vos ancêtres. Notamment Instant Discoveries qui va nettement faciliter vos recherches puisque grâce à quelques informations, MyHeritage peut vous suggérer des profils qui coïncident avec celui que vous avez ajouté dans votre arbre pour vous permettre de rajouter des informations complémentaires si une autre personne inscrite sur le site l'a fait ou même encore mieux une photo. Et en vrai, il n'y a pas à dire, ça permet de gagner beaucoup de temps. Également, si vous avez des photos de vos ancêtres en noir et blanc, sachez que MyHeritage vous permet de coloriser vos photos de noir et blanc en couleur. Vous avez juste à mettre la photo, attendre 5 secondes que la photo se colorise et voilà, vous avez la photo en couleur avec un avant et un après. Donc, si créer un arbre généalogique vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, ça vous donnera le droit à 14 jours d'essai, sachez que ça soutient de fou si vous cliquez dessus. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui le feront, il est temps maintenant de revenir à la vidéo. Alors pour commencer sur les scandales, on va parler d'une rumeur, et une rumeur qui a tout de même été corroborée par le Canard enchaîné, donc on est quand même sur une information vérifiée. Un budget de 2 700 000 € aurait été validé par le président de la République en personne pour avoir en tête d'affiche lors de la cérémonie d'ouverture Aya Nakamura et Céline Dion. Céline Dion, je le rappelle, qui n'a plus chanté en public depuis mars 2020 à cause de sa maladie qui s'appelle le syndrome de la personne raide. Et en gros, on serait sur du 2 millions d'euros pour Céline Dion, qui je le rappelle n'est pas française, et 700 000 € pour Aya Nakamura. Alors en soi, on pourrait être tenté de se dire, bon, après ces 2 700 000 € comparé à d'autres dépenses, ça va. Alors oui, sauf que 2 points. Pour le premier point, rappelez-vous, dans ma précédente vidéo, je faisais un parallèle entre la cérémonie d'ouverture des JO de Londres en 2012 et la supposée cérémonie de Paris. Je vous propose de nouveau un parallèle qui risque de faire grincer quelques dents. Lors de cette cérémonie à Londres, Paul McCartney, les Arctic Monkeys, Rowan Atkinson et bien d'autres ont aussi été rémunérés pour leurs prestations, sauf que eux, ils ont été rémunérés un livre symbolique, ce qui correspond environ à 1,28 €. Et la chanteuse Emily Sandé avait expliqué au quotidien britannique Evening Standard pourquoi cette rémunération. Ce qui rend l'ensemble de l'événement si particulier, c'est que les volontaires étaient bénévoles et ont même souvent payé pour leur logement. Donc en gros, comme en France. Et le second point est une demande du docteur Pierre Moget, qui n'est autre que l'un des responsables médicaux du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Il a annoncé fin mai être en déficit de médecins urgentistes pour les Jeux. Et il en faudrait soit une vingtaine donnant 10 jours, soit une centaine donnant 2 jours. Et oui, je dis bien donner parce qu'il recherche des médecins urgentistes bénévoles. Mais alors, pourquoi ne pas chercher à les rémunérer? Sachez que l'excuse qui a été donnée par le docteur Moget, c'est que les JO se sont engagés à ne pas rétribuer les médecins urgentistes pour ne pas être plus attractifs que les hôpitaux publics et les déshabiller. En gros, pour faire simple, ils ont juste peur qu'en cas de rémunération, tous les médecins partent travailler pour les JO et que ça vide les hôpitaux. Et tout ça quand on sait que certains vont même devoir payer leur logement et leur nourriture et qui vont travailler parfois 9 heures sans pause avec un repas par jour. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même abusé. Donc voilà, je crois qu'on peut l'affirmer sans trop de soucis, l'argent ne va pas toujours au bon endroit. Ah, excusez-moi. On me dit dans l'oreillette apparemment que nous avons Esprit Coubertin en duplex, c'est à vous. Oui, bonjour. Alors oui, malheureusement, l'argent ne va
pas toujours au bon endroit. Et je pense que de nombreux athlètes français ne diront pas le contraire. Alors que les instances souhaitent que la France soit dans le top 5 des médailles, les personnes concernées n'ont pas forcément les fonds nécessaires pour préparer au mieux la compétition. C'est le cas par exemple de Dorian Léry, qui n'est que champion de France de 100 en hauteur. Il a dû ouvrir une cagnotte en ligne afin de financer sa préparation au jeu. Il s'entraîne tous les jours, donc il ne peut pas travailler à temps plein, ce qui paraît logique. Mais ce n'est pas un cas isolé. Dimitri Bascou, médaillé de bronze au JO de Rio en 2016 sur 110 mètres haies, Alexandra Tavernier, 4e aux Jeux de Tokyo en 2021 au lancer de marteau, et de nombreux autres athlètes essaient de trouver des solutions. Après, est-ce que c'est pas plus intéressant de dépenser 1,5 million d'un petit voyage à Lima? En tout cas, pour le comité de candidature Paris 2024, le choix a été fait. Le choix du champagne, des hôtels 5 étoiles et d'un Boeing affrété pour le voyage. Et oui, c'est pas si facile d'obtenir l'organisation des JO. Bon, sauf quand vous êtes le seul candidat. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais en fait, tous les autres candidats s'étaient désistés et en fait, il restait plus que nous pour organiser les Jeux Olympiques en 2004. Mais bref, maintenant, les athlètes, démerdez-vous, le plus gros du taf a été fait. Alors, merci Monsieur Esprit, n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez, vous êtes le bienvenu. Et pour celles et ceux qui se demandent qui est Esprit Coubertin, c'est une chaîne qui parle principalement des scandales autour du sport. Alors pour l'instant, il n'y a que 3 vidéos, mais il a prévu d'en sortir pas mal, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description, voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui soutiendront. Mais restons encore un peu sur le sujet des bénévoles, si vous le voulez, parce qu'il y a un mouvement qui s'est mis en place, mouvement un petit peu extrême, mais dont je peux comprendre la mise en place. L'objectif, il est assez simple, gripper la machine de l'intérieur. En gros, des militants ont prévu de saboter les JO de l'intérieur en se faisant recruter comme bénévoles. Ils ont même publié en ligne un tutoriel pour gâcher leur campagne de travail dissimulée. Tutoriel publié dans une tribune sur le média en ligne Basta. Alors, je vais pas trop entrer dans les détails parce que ils prévoient des sabotages, mais en gros, l'idée est de candidater pour devenir bénévole, puis au choix, ils peuvent décider de ne pas s'y rendre, de faire grève en demandant d'être rémunérés, d'aller grouper au prud'homme en les attaquant pour travail dissimulé, de faire grève de zèle, soit bloquer les Jeux Olympiques de Paris en travaillant trop lentement ou pas très bien, ou y aller pour s'exprimer et montrer le vrai visage des JO de Paris. Le document précise même qu'on peut renoncer à son rôle jusqu'au dernier moment. Alors, vu comme ça, on pourrait se dire, ok, c'est un petit groupe qui exprime son ras-le-bol. Mais en vrai, on commence ici et là à voir des articles sur ce futur sabotage, et sachez qu'il y a quand même pas mal de signataires à cette tribune, notamment Saccage 2024, Brigade de Solidarité Populaire Aubervilliers-Pantin, Collectif de Défense des Jardins d'Aubervilliers, Notre Parc n'est pas à vendre, ou encore Youth of Climate Île-de-France. D'ailleurs, le point qu'ils mettent en avant dans leur tribune est le fait que le bénévolat lors des Jeux serait simplement du travail dissimulé. J'ai régulièrement organisé des événements dans le milieu du sport et je n'ai jamais vu ce niveau d'implication. Dire que c'est du travail dissimulé est une idée qui se défend. Quand on travaille autant sans contrepartie, avec des missions bien définies sous contrôle hiérarchique, on est au-delà du coup de main. Alors du coup, sachez tout de même que tous les volontaires qui se verront remettre une accréditation feront l'objet d'une enquête administrative préalable par les services de l'État habilités, pour justement éviter le cas de figure où des bénévoles tenteraient de saboter l'événement. Et pour les désistements de dernière minute causés par ces militants bénévoles fantômes, l'organisation envisage de constituer une équipe de volontaires mobilisables en cas de désistement qui pourront, si cela est nécessaire, venir réaliser des missions pendant les Jeux. Et en vrai, comme je vous le disais dans la première vidéo, je pense que ces JO vont être quand même assez lunaire. Et vous savez quoi maintenant? Changeons un petit peu de sujet, parlons de nouveau de la scène. Et oui, parce que le temps file et on se demande si, oui ou non, la scène sera prête pour les épreuves, et aussi si Anne Hidalgo ou encore Emmanuel Macron ont s'y baigné. Alors déjà pour commencer, sachez que le média Brut et Dr Nozman ont fait des analyses de l'eau de la Seine, et les résultats sont pas jolis. Alors je vais pas vous en dire plus parce que ce serait un manque de respect pour leur travail, mais quoi qu'il arrive, je vous mets leur vidéo en description, et juste petit spoil comme ça, ça parle de matière fécale. Voilà. D'ailleurs, vous savez quoi? En parlant matière fécale, savez-vous pourquoi Anne Hidalgo a repoussé son plongeon dans la Seine au 15 juillet? Alors, certains ont dit que c'était à cause du film de Netflix Sous la Seine, qui lui aurait peut-être fait peur, comme le montre cette affiche réalisée par Descheval, mais en réalité non, c'est un petit peu plus important et compliqué que ça. Mediapart aurait obtenu un document confidentiel faisant état de la découverte de milliers de mauvais branchements de bâtiments qui rejettent leurs eaux usées dans la Seine. Alors, en gros, ce sont des milliers d'immeubles d'Île-de-France qui, lors de leur construction, ont été raccordés non pas au réseau d'évacuation des eaux usées, mais au réseau d'évacuation des eaux de pluie qui, eux, se déversent directement dans la Marne et dans la Seine. Et du coup, en soi, le mouvement Je chie dans la Seine le 23 juin n'a plus lieu d'être, vu que toutes ces eaux usées, c'est littéralement des millions de litres d'eau de vaisselle, de douche ou encore de toilettes. Et comme si ça ne suffisait pas, sachez qu'au début du mois de mai, près de 50 000 m3 d'eau usée, en plus, ont été déversés dans le fleuve au lieu d'être conduites en station d'épuration. En clair, c'est plus de 50 millions de litres d'eau venant de toilettes, de douches et de vaisselle qui se sont écoulés directement dans la Seine. Et d'ailleurs, sachez que le directeur général Didier Moers a précisé que malheureusement, on retrouvait dans la Seine des choses qui ne devraient pas être là. Voilà, on parle d'une quantité astronomique de lingettes, de serviettes hygiéniques, de tampons usagés, de coton-tige et j'en passe. Je comprends mieux pourquoi Anne Hidalgo a un petit peu repoussé son plongeon. Je sais pas si vous y croyez toujours. Moi personnellement, je vais être honnête avec vous. Anne Hidalgo ou encore Emmanuel Macron nager dans la Seine.
j'y crois pas trop. D'ailleurs, pour celles et ceux qui se posent la question, sachez que l'assainissement de la Seine a coûté au minimum 1,4 milliard d'euros. Voilà. Alors, je tiens quand même à préciser quelque chose qui est important, hein. C'est pas que pour les JO, hein. C'est aussi pour le futur, donc forcément ça coûte aussi cher. Il faut quand même prendre ce chiffre avec des pincettes. Et pour enfoncer le couteau dans la merde, sachez que le directeur de la coordination Eau-Île-de-France, Jean-Claude Oliva, a déclaré au micro d'RTL le 16 juin dernier que aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies pour nager dans la Seine. Il précise également dans cette interview que l'eau du canal de l'Ourcq est de bien meilleure qualité. Si les athlètes doivent se baigner, c'est plutôt là. Et vous savez quoi, pour en finir une bonne fois pour toutes avec la Seine, dans ma précédente vidéo, je vous faisais part de ce qui avait été repêché dans la Seine ces dernières années, et c'était assez inattendu et dangereux. Et ben sachez qu'entre-temps, un étudiant de 21 ans a pêché un silure de 2,10 m de long pour une soixantaine de kilos au pied de la Tour Eiffel. Voilà, juste regardez-moi cette bête. C'est normal. Mais bon, apparemment il serait totalement inoffensif. Alors inoffensif ok, mais perso, moi si je nage dans une eau où il y a un poisson de la taille d'un basketteur qui me frôle la jambe, il est probable que je fasse une petite crise, voilà, en avalant d'ailleurs un petit peu de matière fécale en passant. Ah, et sachez que je les vois, hein, les mauvaises langues derrière leur écran là qui vont sûrement me dire ouais 2,10 m c'est pas ouf pour un basketteur. Et est-ce que 2,35 m c'est mieux? Non, parce que le 19 octobre 2023, des pêcheurs ont ferré un silure de 2,35 m pour environ 125-150 kg. Voilà, 150 kg qui te frôlent la jambe. C'est ça doit être impressionnant en vrai. Et d'ailleurs, sans transition, connaissez-vous le basketteur français Victor Wembanyama? Eh ben sachez que ce champion français qui évolue actuellement en NBA mesure 2,21 m et a une envergure de 2,43 m. En gros, c'est un record dans la NBA actuelle. Et pour ceux qui se demandent, l'envergure, c'est la distance entre ses deux mains. Voilà. Mais alors, pourquoi je vous parle de lui? Eh ben parce que son envergure de 2,43 m est la taille d'un silure pêché dans la Seine par un pêcheur le 1er août 2020. Voilà. Je vous l'avais dit après, hein, sans transition. Hein. Et vous savez quoi? Maintenant, ça y est, j'en ai fini avec la Seine. Hein. J'espère juste vraiment, mais alors vraiment, qu'Anne Hidalgo tiendra sa promesse parce que, personnellement, j'ai envie de rater ça pour rien au monde. Alors vous parlez de Victor Wembanyama et du choix de la Seine pour, entre autres, l'épreuve de triathlon. Permettez-moi de mixer le tout et maintenant on va parler du basketball au JO 2024. En décembre 2020, le comité organisateur est fier d'annoncer que les matchs de basket auront lieu au parc des expositions de la Porte de Versailles. Un grand bâtiment vide qui n'est absolument pas adapté pour ce sport. Pour information, c'est là-bas qu'est organisé le salon de l'agriculture. Bon, vous me direz, ils vont faire les compétitions de natation à la Défense Arena qui est à la base un stade de rugby. Mais le problème, c'est que cela n'a pas vraiment plu aux joueurs français, vice-champion olympique en titre. Evan Fournier va tweeter: comment peut-on accepter de voir le basket, le sport collectif le plus populaire au JO, être envoyé dans le parc des expos? Plafond trop bas, salle pas adaptée. Pour l'air entendu, au final, les phases de poule auront lieu dans le stade Pierre-Mauroy de Lille. Ce n'est toujours pas un lieu adapté pour le basket. Ils vont installer des gigantesques climatiseurs dans l'enceinte. Je passe l'aspect écologique de la chose parce qu'en fait le toit n'est pas fermé, il y a des ouvertures en haut. C'est un peu comme si vous allumiez la clim à fond chez vous avec les fenêtres ouvertes. Et cela pourrait produire de la condensation, donc créer un immense hammam, déposant de l'eau sur le parquet et sur le ballon. On va avoir les meilleurs joueurs de la planète qui vont se retrouver pour jouer dans ce stade et potentiellement se briser les genoux en glissant. Alors sortez le popcorn parce que ça va être n'importe quoi. Est-ce que vous saviez que des palmiers avaient été installés sur Paris? Alors oui, hein, il y en a déjà dans certains coins, mais là apparemment ils commencent à fleurir à certains endroits. Comme vu ici, hein, dans ce TikTok qui d'ailleurs m'a fait pas mal rire. Après des palmiers, bah, c'est plutôt joli, hein, c'est sympa et ça apporte un petit peu de chaleur à l'architecture et à tout ce béton. En tout cas, c'est bien plus sympa, hein, ces énormes rochers anti-SDF et anti-migrants installés au bord de la Seine. Voilà, ouais, c'est le yin et le yang. Alors, sachez que pour installer ces énormes rochers entourés de grillages, la mairie de Paris n'a pas hésité à d'abord virer les personnes qui s'étaient réfugiées sous le quai d'Austerlitz. Alors après, je dis la mairie de Paris, mais en vrai, tout le monde se renvoie la balle pour ne pas porter le chapeau. Donc, le collectif Accès au droit affirme que ces rochers ont été installés pour nettoyer les quais de Seine en vue des Jeux Olympiques, le tout saupoudré de violences policières. En tout cas, c'est ce qu'affirme le collectif. Alors, ces SDF bénéficient tout de même de ce qu'on appelle une mise à l'abri. Et pour ceux qui se demandent, une mise à l'abri, c'est quand la préfecture prend en charge un campement de personnes à la rue et les renvoie vers des hébergements temporaires en dehors de Paris. Alors ok, hein, ils vont être mis à l'abri en dehors de Paris, sauf que parmi tous ces SDF qui ont été délogés, certains ont des attaches, voire un travail ou même des démarches administratives en cours. Du coup, cette mise à l'abri peut les desservir plus qu'autre chose. D'après Paul Alozzi, coordinateur à Médecins du Monde et porte-parole du Revers de la Médaille, ces opérations ne conviennent qu'à un tiers des personnes montant dans les bus pour la mise à l'abri. Alors, qui est remercié pour tout ça ? Qui a installé ces pierres grillagées? Eh bien, sachez que les quais où se trouvent ces rochers appartiennent à un établissement public qui est sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. En gros, pour faire très simple, c'est l'État.
Voilà. Mais j'ai aussi appris une autre nouvelle concernant les personnes sans abri et les personnes sans papier. Sachez qu'un centre médical va fermer ses portes en Seine-Saint-Denis durant toute la durée des Jeux. Et d'après Médecins du Monde, ce serait un mal pour un bien. Alors, en effet, de nombreuses personnes qui fréquentent ce centre médical géré par Médecins du Monde vont se retrouver sans aucune solution pour se faire soigner pendant toute la durée des Jeux. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même assez dramatique. Mais sachez que ce centre sera fermé par l'ONG elle-même car elle souhaite tout simplement éviter d'exposer les sans-papiers qu'elle soigne au risque d'arrestation. Voilà. Logique. Maintenant, mesdames et messieurs, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez Vincent Barge ? Vincent Barge a été 6 fois champion du monde de joute nautique, méthode lyonnaise, et a été pendant 20 ans dans les 4 meilleurs jouteurs du pays. Alors, personnellement, la joute nautique, c'est un sport que je connaissais pas du tout avant d'écrire cette vidéo, mais après avoir vu quelques images, j'avoue que ça a l'air quand même assez sympa à essayer. Et en bref, Vincent, c'est un champion dans sa catégorie. Il a naturellement été sélectionné pour faire partie des 10 000 Français sélectionnés pour participer au relais de la flamme olympique. Du coup, après avoir appris qu'il allait soulever la flamme dans l'Aude, sur le site de la forteresse de Perpétuze, en plein milieu des montagnes, Vincent convie toute sa famille. Comme nous le rapporte France 3 Régions, il convie logiquement sa femme ainsi que ses 2 enfants. Et une partie de sa famille décide de lui faire la surprise de venir le voir sur place. En soi, une journée parfaite dans un décor de rêve. Sauf que, je cite, ça a été une grande joie qui est vite retombée. D'après son témoignage, le matin du relais, les gendarmes ont refusé de laisser sa famille accéder au site. Alors ok, les gendarmes faisaient leur travail là-dessus, aucun souci, et la sécurité est primordiale, mais il n'aurait pas été possible de prévoir un accès anticipé pour les proches. Voilà, je pose juste la question. Comme il le dit, il y avait plein de spectateurs à certains endroits. Maire adjoint, secrétaire de mairie, club de randonnée du coin, mais personne n'a pensé aux familles, alors qu'elles avaient plus leur place que certains. C'était un manque de respect total pour nous tous. Alors, à force de négocier, sa compagne et ses enfants ont enfin réussi à passer le cordon de sécurité pour aller voir leur papa et leurs compagnons soulever cette belle flamme. Sauf qu'il était déjà parti et ils ne l'ont pas vu. Enfin, si, ils l'ont vu, mais sur un téléphone, sur un parking à 2,5 km de là où ça se passait. Voilà, c'est juste totalement lunaire. Et juste pour info, ces personnes avaient fait 6h30 de route et Vincent Barge a vécu l'événement de sa vie tout seul. Ça aurait dû être la joie, le bonheur de savoir que toute ma famille était présente pour me voir. Ça n'enlève rien à la grandeur du moment, sauf que ça aurait pu être parfait, mais ça a été une déception immense. Tout ça parce qu'un seul homme en France a dit non sans penser aux porteurs de flammes. Ah, excusez-moi, on retrouve en duplex Esprit Coubertin qui voudrait nous dire un mot. J'aimerais revenir rapidement sur une émission de radio diffusée sur RMC le 27 janvier 2024. Un débat y a lieu quant à la potentielle présence d'une crèche au sein même du village olympique. Tout part d'une visite d'Emmanuel Macron auprès des athlètes français à l'INSEP. Ce dernier a été interpellé par la judokate Clarisse Abdenignou qui lui a demandé s'il était possible d'avoir son enfant auprès d'elle afin de garder son cadre familial pendant les Jeux olympiques. Sur le plateau, 2 camps s'opposent. Marion Bartoli, ex-champion de tennis, va dire que c'est une bonne idée, mais que cela n'a pas sa place dans le village olympique, mais plutôt sur les lieux de compétition, comme cela se fait dans le tennis. Marc Madiot, ancien directeur de team dans le cyclisme, et Christophe Cessieux, journaliste sportif, vont parler d'égoïsme envers son staff et envers son équipe. Car pour eux, il ne faut pas tout mélanger. Chaque athlète est en mission pour l'équipe de France, et pourquoi ces derniers seraient avantagés par rapport à d'autres métiers où on ne peut pas avoir son enfant en déplacement. Bref, le débat a été ouvert quant à l'intérêt pour les athlètes d'avoir leur famille à leur côté pendant la compétition. Ça aurait été un débat de courte durée, car cela est bel et bien confirmé le 12 juin dernier. Le CIO va, pour la première fois de l'histoire, mettre en place des crèches dans le village olympique. Néanmoins, nous pouvons nous poser la question de la faisabilité d'un tel espace, parce que pour rappel, il y a 10 500 athlètes dans le village olympique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça paraît compliqué. Alors maintenant, j'ai une petite question à vous poser, juste comme ça, 3 fois rien. Est-ce que vous saviez que les trafiquants, eux aussi, vont augmenter leur prix ? Voilà. C'est pas une blague. C'est d'ailleurs BFM qui nous a révélé cette information assez insolite, mais pourtant vraie. Et la raison, tout simplement un afflux de touristes qui pourraient être de potentiels consommateurs et des difficultés de livraison avec les restrictions de circulation dans les zones olympiques. En soi, ça risque d'être déjà assez galère pour les livreurs, Deliveroo et Uber Eats. Donc pourquoi ça ne pourrait pas être le cas aussi pour le service Uber après tout. Alors, vous en doutez, c'est pas du tout un service officiel d'Uber, mais ce service existe vraiment. Et du coup, les vendeurs ont récemment alerté leurs clients quant à une future augmentation des prix. Pour vous donner un petit exemple, le gramme de cocaïne vendu initialement entre 50 et 60 euros passera à 70 euros. L'augmentation des prix correspond tout simplement au capital risque qu'ils vont prendre, ainsi qu'à l'augmentation du nombre potentiel de clients. On parle quand même de 16 millions de touristes. Voilà. Et quand je parle de risque, je parle de 45 000 forces de l'ordre qui vont être déployées lors de la cérémonie d'ouverture et pas moins de 35 000 les jours de compétition. Alors là, j'en parle avec un ton assez léger, mais n'oublions pas que pendant cette période, il est aussi probable que le nombre d'agressions augmente. Les autorités s'attendent à une hausse des vols à la tire, vente à la sauvette, attaque à la diligence sur l'autoroute A1,
et oui, ce terme existe bien, chute de balcon et j'en passe. Oui, pardon, c'est encore moi. Je voulais juste rebondir sur l'histoire de Bershit, là. Parce qu'en gros, la drogue, ça stimule le corps. Du coup, j'ai une petite histoire. Il faut savoir que l'association chinoise de natation a sorti le 12 juin dernier sa liste des sélectionnés qui vont participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et je vous le dis de suite, ça pose problème, car 11 d'entre eux ont été contrôlés positifs à une substance interdite lors des derniers JO. Cette substance est la triméthazidine, qui est normalement utilisée en cas d'angine, de vertige ou d'acouphène. Quel intérêt, vous me direz ? Il a également pour effet d'améliorer la circulation sanguine. Donc cela peut servir de produit dopant qui permet d'améliorer ses performances sportives. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne les a pas du tout aidés à obtenir la médaille d'or en 200 mètres 4 nages, 4 fois 200 mètres nage libre, et j'en passe. Non, ils ont été blanchis, car ils ont plaidé la contamination alimentaire. En gros, c'est pas eux qui ont pris volontairement cette substance. Oui, c'est passé, me demandez pas pourquoi. Bref, on va les retrouver face à nos athlètes français, en espérant qu'ils ne soient pas encore contaminés. Cela ne serait vraiment pas de chance. Alors, j'en ai pas parlé au tout début de la vidéo, tout simplement parce que l'interview de Fun Radio est sortie peu de temps avant la fin de l'écriture de cette vidéo. Mais sachez que David Guetta est chaud bouillant à l'idée de mixer à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Et en vrai, ça pourrait être carrément dingue, mais il y a juste un seul hic, 3 fois rien, personne ne lui a proposé. T'as été contacté pour les Jeux Olympiques ? Je suis assez surpris parce que j'ai regardé les stats quand même. Dans toute l'histoire, il n'y a aucun artiste français qui a eu autant de succès que moi. Ouais. Et non, personne ne m'a appelé. Et la réponse de Thomas Joly, le directeur artistique des cérémonies, n'a pas attendu longtemps avant de réagir. On ne fait pas une direction artistique simplement avec un nombre de ventes d'albums. Je n'ai rien contre David Guetta et contre quiconque, je suis pas là pour donner mes goûts. Et David Guetta, tout simplement, ce qu'il développe comme art n'était pas en relation avec ce que nous voulions raconter. Et d'ailleurs, si on prend que en compte la sphère YouTube, eh bien sachez que David Guetta a plus d'abonnés que Thibaut InShape. Et d'ailleurs, en parlant de Thibaut InShape, est-ce que vous vous souvenez de l'événement qui a eu lieu le 27 avril dernier à Paris, la Défense Arena? L'événement s'appelait Au jeu streamer et le principe était assez simple. Réunir 32 personnalités issues du net, de la télévision, ainsi que d'anciens sportifs répartis en 8 équipes de 4 personnes qui allaient s'affronter dans 8 épreuves olympiques différentes. Cet événement a été diffusé à la fois sur la chaîne Twitch de Zerator, mais aussi sur France Télé avec comme animateur Samuel Etienne. L'événement a donc eu lieu le 27 avril et le 12 mars précédant l'événement, France TV partageait sur l'ensemble de ses réseaux la bande-annonce de l'événement, nous révélant par la même occasion les divers chefs d'équipe du programme. Domingo, Brocky Brooks, Charles Poujade, Thibaut InShape, Ophenia, Cyril MP4, Bagheera Jones et Théo Babac. Et là, c'est le drame. Un enchaînement de commentaires négatifs sur l'ensemble des réseaux, non pas à cause du programme, mais à cause du casting. Et en fait, les internautes vont cibler 2 personnes bien précises. Thibaut InShape et Ophenia. La première à prendre la parole est l'une des capitaines, Bagheera Jones. Je vais être honnête, c'est de ma faute, mais je n'étais au courant que de ma team pour l'émission des JO et pas des capitaines. Ça m'apprendra à des fois laisser la vie aller vite. Je suis en train de voir ce que je peux faire actuellement car je ne valide en aucun cas les actions et ou propos de certains participants de cet événement. J'attends en ce moment des réponses et des actions pour connaître la suite de ma participation ou non à cette journée. Et de son côté, Zerator s'est aussi exprimé sur le plateau de Popcorn. Il y a beaucoup de gens qui critiquaient certaines personnes du casting. Il faut savoir que le casting a plusieurs fois changé. Et en fait, nous, les premières images qu'on a eues du casting, en gros, c'était il y a quelques semaines pour moi. Et en gros, on m'a soumis une liste et on m'a dit est-ce qu'il y a des gens dans le tas qui, à ton avis, peuvent poser problème pour les communautés, les réseaux et tout. Et il y avait des gens qui n'étaient pas dans la bande-annonce finale. Et en gros, dans la bande-annonce finale, moi, je l'ai découverte juste avant de passer en live hier. Et il y avait des gens que je ne connaissais pas du tout. Par la suite, la bande-annonce a tout simplement été supprimée des réseaux et Ophenia ainsi que Thibaut InShape ont été évincés du programme. Alors, j'ai pas trouvé le communiqué officiel sur leur éviction, mais l'événement a bien eu lieu à la date annoncée. Et pour être tout à fait honnête, je sais pas c'est quoi votre avis sur l'événement qu'il y a eu, mais j'ai pas trouvé ça incroyable, quoi. Pour vous parler du prochain scandale, j'aimerais juste vous faire entendre un son, celui-ci. Alors, il est possible que certains d'entre vous connaissent ce son puisqu'il a retenti sur certains téléphones le lundi 13 mai à 20h pile. Alors, initialement, ce type de message, qui est une alerte, est envoyé par le dispositif FR Alert pour prévenir le grand public en cas d'urgence ou de danger imminent de type météorologique ou encore terroriste. Maintenant, imaginez, vous êtes dans la rue, vous allez faire vos courses et là, les téléphones de tout le monde se mettent à hurler une sonnerie que personne n'a jamais entendue. Ouais, non, ça sent pas bon. Mais le pire, c'est que quand tout le monde a consulté son téléphone, ils ont pu lire en première ligne « Alerte extrêmement grave ». Je sais pas si vous vous rendez compte. Et tout ça pourquoi ? Pour prévenir les riverains, les salariés, les commerçants, les clients d'hôtels ou encore de restaurants qui peuvent se connecter dès maintenant sur un site pour faire leur QR code pour circuler durant les JO. Voilà, c'est... Tu la sens quand même l'idée de merde. Je sais pas qui a eu cette idée-là, mais... Ouais, non, pas fou. Et le ministère de l'Intérieur a même déclaré à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Sauf que non, faut pas faire des choses comme ça.
Jamais. Et d'ailleurs, dites-vous que cette alerte a été jusqu'à perturber un débat à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est dire. Et vous savez quoi? Retour aux mauvaises nouvelles, on va parler un peu de greenwashing et de Coca-Cola, sponsor officiel des Jeux Olympiques. Pour celles et ceux qui ignorent ce qu'est le greenwashing, sachez que c'est simplement une méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique de manière trompeuse pour améliorer son image. Et en gros, début juin, le média d'Hugo Clément, Vaquita, a mis la main sur une note confidentielle du comité d'organisation des Jeux via l'association France Nature Environnement. Et ce qu'on peut y lire est assez désastreux. On peut y lire que Coca-Cola compte écouler 18 millions de boissons, dont 9 millions de bouteilles vendues, essentiellement aux spectateurs. Dans son article, Vaquita nous explique que, dans ses prises de parole, Coca-Cola explique qu'ils feront tout leur possible pour réduire l'utilisation de plastique à usage unique, avec la mise en place de fontaines, la distribution de bouteilles en verre, la distribution de gobelets consignés et l'utilisation de bouteilles en plastique recyclées. Alors, ça, c'est nickel, hein? Sauf que, sur les 9 millions de boissons vendues aux spectateurs, plus de 6 millions proviendront en réalité de bouteilles en plastique, en grande partie à usage unique. À peine 1,6 million de boissons seront distribuées aux spectateurs via un système de fontaines, de bouteilles en verre consignées et des co-cups consignés et réemployables. En d'autres mots, les 3/4 des boissons qui seront vendues aux spectateurs des JO 2024 proviendront de bouteilles en plastique à usage unique. Alors, l'enquête de Vaquita va encore plus loin, je vous invite sincèrement à aller la lire parce que c'est quand même assez édifiant. Quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description. Et si maintenant, on parlait de désastre pour l'humain et la biodiversité? Yes. Est-ce que vous connaissez les jardins ouvriers d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis? Alors, sûrement pas, hein. Il faut savoir que ces jardins, c'est depuis 100 ans, 10 000 m² de biodiversité, de campagne, de terre, de légumes cultivés pour la communauté, de poules, en bref, on peut le dire, 10 000 m² de bonheur. Dont 4 000 m² qui ont été détruits dans le seul but de laisser place à un solarium attenant à une piscine d'entraînement olympique. Donc le projet, c'était de détruire 4 000 m² de biodiversité et de jardins ouvriers, donc des parcelles verdoyantes, pour du béton. Voilà. Alors là, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le projet, il pue quand même pas mal, mais comment vous dire ça? Non seulement ils ont détruit quasi la moitié du jardin, mais en plus, le projet de piscine a été avorté. Oui, vous avez bien compris, ils ont détruit 4000 m² de biodiversité pour rien. Après, j'ai envie de vous dire, ils avaient déjà coupé des arbres le long de la Seine pour y installer des gradins. Alors forcément, des centaines d'arbres de plus ou de moins. En vrai, je pense qu'ils s'en foutent un peu, quoi. Dans le style construire en dépit du bon sens, des exemples, il y en a quelques-uns. Mais je vais m'arrêter sur l'un d'entre eux que je trouve, encore une fois, je vais le dire, totalement lunaire. Écoutez bien, une école de Saint-Denis se retrouve encerclée par un échangeur autoroutier qui a été construit pour desservir le village des athlètes. On parle de 600 élèves qui vont baigner toute la journée, pendant des jours, des mois, voire même des années, dans la pollution, qu'elle soit sonore ou carrément environnementale. Juste imaginez la santé de ces 600 enfants, ainsi que des enseignants, dont certains sont peut-être même asthmatiques. Je songe à partir. Mon fils, il est asthmatique. Donc à un moment, faut arrêter, ça fait trop, quoi. Et cet échangeur, au-delà d'avoir coûté 95 millions d'euros, va voir passer entre 13 000 à 14 000 véhicules par jour des deux côtés de l'école. D'ailleurs, l'UNICEF a rédigé un rapport concernant cet échangeur. Et en voici un passage. Cette exposition à la pollution de l'air a des conséquences graves sur la santé des enfants et peut entraîner des problèmes respiratoires et immunitaires, mais aussi des pathologies. Sachez également que la pollution aux abords de l'école a été quantifiée à l'aide de capteurs installés non loin de l'enceinte. Et à l'heure actuelle, alors même que l'échangeur n'est pas encore entré en service, les taux relevés sont déjà inquiétants. Juste petite intervention, parce que là on parle de biodiversité et de pollution. Alors partant rapidement à Tahiti, on a la chance de pouvoir offrir un cadre magnifique pour les épreuves de surf. Quoi de mieux que ce bout de paradis afin de voir les meilleures surfeuses et les meilleurs surfeurs de la planète d'opter des vagues de l'océan déchaînées. Allez, je casse le délire, là-bas les locaux ne sont pas du tout contents. Mais pourquoi? Simplement parce que l'installation de la tour des juges a été faite sur un récif corallien. Donc pour résumer, les fondations en béton de la tour occupent 322 m² où sont recensés plus de 1000 coraux de 20 espèces différentes. Selon les chercheurs d'Hawaï et de l'Arizona, cela aura un impact direct sur à peu près 2500 m² de récif. Bref, c'est une catastrophe. Après, moi je comprends. Grosse flemme d'utiliser la tour qui est déjà existante, qui est en bois et qui est utilisée pour les championnats du monde de surf. Non, ça c'est pas assez JO 2024. Et vous savez quoi? J'ai pas forcément envie de finir cette vidéo sur une note négative. Et c'est pourquoi, pour vous redonner le sourire, j'ai envie de vous donner une information que moi personnellement je trouve très drôle. Est-ce que vous savez qu'Ariel Dombal, qui est une célèbre actrice et chanteuse, a sorti son hymne non officiel pour les Jeux nommés Olympics? Alors je peux pas vous passer d'extrait ici pour une question de droit, mais sachez que la chanson tout comme le clip sont littéralement des dingueries à voir, absolument. Et j'en veux pour preuve ce ratio de like-dislike. Mais vous savez quoi? Comme vous êtes resté jusqu'à la fin, j'ai quand même envie d'être généreux aujourd'hui. Alors du coup voilà, quelques secondes de Olympics by Ariel Dombal. Ne m'en remerciez pas.
Alors au cas où, je vous ajoute également en description la vidéo d'Explore Media qui s'est posé cette question: les Jeux Olympiques vont-ils disparaître? Le sujet, il est assez vaste, il est très intéressant et complet. Donc du coup, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par ce sujet, n'hésitez pas à aller visionner leur enquête qui est vraiment très intéressante. Le lien est en description. Et également en description, je vous mets la campagne de communication de la BBC qui diffusera les jeux. Vraiment, je vous invite à aller regarder leur pub Welcome to the City of Love, parce que personnellement, je trouve qu'elle est vraiment très bien réalisée. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui ont vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce genre de contenu vous plaît. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas également à donner de la force à Esprit Coubertin. Je vous mets le lien en description quoi qu'il arrive si vous aimez les scandales dans le sport. Merci beaucoup à lui d'avoir participé à cette vidéo. Énorme merci également à MyHeritage qui est le sponsor de cette vidéo. Voilà, ça fait plusieurs fois que je travaille avec eux et à chaque fois ça se passe super bien. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien MyHeritage en description. Voilà, sachez que ça soutient de fou. Il est temps pour moi de vous laisser. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.